Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec le président de l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe, Monsieur Emmanuel Depuis. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Merci d'avoir accepté cette invitation qui est en relation avec l'actualité, cette actualité qui a connu un certain nombre de rebondissements. Et surtout, cette dernière décision de l'ex-président des États-Unis, M. Donald Trump, qui a décidé et qu'un arrêté présidentiel comme quoi le Sahara est marocain, comme ça a été le cas auparavant, mais maintenant nous sommes dans un autre présidentiel, donc un nouveau président. Selon vous, y a-t-il quelque chose qui a changé ou qui changera dans l'avenir par rapport à cette position de M. Trump vis-à-vis de la souveraineté du royaume sur le Sahara? Écoutez, a priori, pour l'instant, aucune indication précise n'indique que la nouvelle administration Biden, et accessoirement cela n'a pas été mentionné à l'occasion de la première conférence de presse d'Anthony Blinken, le successeur de Mike Pompeo, comme secrétaire d'État. Pour l'instant, les États-Unis n'ont pas dit qu'ils allaient remettre en cause la reconnaissance de la marocanité du Sahara, corroborée par l'ouverture le 10 décembre dernier, et de l'annonce d'ouverture, parce que ce n'est pas encore ouvert, d'un consulat et d'une section d'intérêt économique dans la ville de Darla. Pour l'instant, l'administration américaine s'est juste bornée à dire qu'il réviserait, mais de manière très générique, sans dire que la révision remettrait en cause cette décision. Néanmoins, certains y ont vu une façon de remettre en cause les dernières décisions américaines, mais je pense ne pas trop m'avancer ni me tromper en mettant en avant le fait que la décision américaine qui voit les États-Unis. Je rappelle que les États-Unis ont ouvert la première ambassade à travers une négation à Tanger en 1777, donc l'histoire est quand même sur le long cours. Les États-Unis, en reconnaissant le caractère marocain du Sahara et corroboré avec la reconnaissance le retour de la normalisation des relations diplomatiques qui avait été figée en 1994, puis repris en 2000 par le biais du père de l'actuel roi Mohamed VI Hassan II, évidemment, ne sont pas remises en cause pour une autre raison, et là, peut-être que la corrélation était plus évidente. Le nouveau président Joe Biden et son administration, notamment par le biais de 3 voix qui portent dans la région, premièrement, celle de Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, deuxièmement, celle de la nouvelle ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, et troisièmement avec William Burns, le nouveau chef de la CIA. Je pourrais rajouter Jack Sullivan, le conseiller national pour la sécurité. Aucun de ces personnages, dans des écrits précédant leur arrivée en fonction ou depuis maintenant une semaine dans leur nouvelle fonction, ont émis des doutes sur cette décision, d'autant plus, comme je disais, qu'elle est liée à la normalisation de l'État d'Israël avec un certain nombre de pays de l'espace arabo-musulman. On pense évidemment aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, décision qui avait été prise le 15 septembre dernier, ou aussi le 23 octobre. Bref, comme la reconnaissance américaine du marocain du Sahara est liée à l'accord d'Abraham, jusqu'à preuve du contraire, l'administration Biden n'a pas dit qu'elle remettrait en cause l'accord d'Abraham. Sauf que, comme vous l'avez pu constater, un grand nombre d'opposants, des gens qui développent aussi, qui soutiennent la thèse des Sahraouis, avec des intellectuels, politiques, d'État, qui n'ont pas cessé d'appuyer des demandes auprès des États-Unis pour revenir sur cette décision. Est-ce que cela, c'est l'unique raison qui a mis en cause cette position française d'attente et de suivre la même trajectoire que la décision des États-Unis auparavant? La position française a été très claire dès le début. Elle peut d'ailleurs ressembler un peu à la position russe qui avait mis en avant non pas le fait que la diplomatie russe ne reconnaissait pas le caractère marocain du Sahara, mais évoquant le fait de manière très diplomatique, j'allais dire institutionnelle, que c'était une décision unilatérale et qui devait être prise au niveau des Nations Unies,
D'ailleurs, il faut avoir à l'esprit que la position française reste conforme à celle du Conseil de sécurité. Les États-Unis sont le seul pays membre du Conseil de sécurité à avoir reconnu, avoir fait ce geste. Ce n'est pas le cas des autres membres. D'ailleurs, la Russie, on reste au principe qui conditionne ou qui permet d'analyser la situation ou d'apporter une solution donc au caractère du territoire du Sahara marocain, en mettant en avant le fait que c'est évidemment dans le cadre de l'ONU que cette décision doit être prise. C'est la raison pour laquelle, lors de la dernière résolution onusienne qui avait été proposée par l'Allemagne, il n'y a pas eu de consensus, même loin de là, puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'époque, était présidé par l'Afrique du Sud. On sait les liens historiques entre le parti au pouvoir en Afrique du Sud, l'African National Congress et le FLN algérien, et sans doute faut-il aussi avoir à l'esprit que Cyril Ramaphosa, qui préside l'Union africaine pour quelques jours encore au prochain sommet d'Addis Abeba, lui n'a pas du tout voulu donner une consistance onusienne, en tout cas une légitimité par le biais d'une résolution onusienne. Donc je crois que la position française reste celle qui a toujours été la sienne, partant du principe qu'elle veille à ce que la proposition d'autonomie proposée par le Maroc en avril 2007 soit mise en application. Elle s'appuie sur la dernière résolution qui a été votée au Conseil de sécurité en octobre dernier, le 30 octobre précisément, la résolution 2548, appelant, je cite, à un accord politique, mais un accord politique qui ne peut pas engager seulement le Maroc et les États-Unis, mais engageant la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc et l'autorité ou la structure ou le groupement qui se présente comme le représentant de la République arabe sahraoui démocratique, à savoir le Polisario. En tout cas, la France reste dans l'idée qu'il faille défendre ardemment la pleine application du cessez-le-feu qui a été signé en 1991 et d'une solution politique inclusive appelant à ce qu'il y ait une négociation sur le statut de cette région dans le cadre de la proposition de l'arche autonomie qui avait été proposée par le Maroc en 2007. Vous avez sans doute raison, et d'une certaine façon, cela me permet de compléter mon propos, c'est qu'il y a effectivement une large ou une très forte velléité de lobbying actuellement à Washington. Vous évoquiez un certain nombre de personnes, on peut d'ailleurs les nommer, l'ancien conseiller national pour la sécurité, John Bolton, ou celui qui est très actif dans les couloirs du Capitole, l'ancien président de la National Rifle Association, Daniel Keane, qui effectivement appelle à ce que la position américaine soit révisée. En gros, que l'executive order, un des derniers executive orders qu'a signé le président Donald Trump, soit remis en cause par la signature d'un nouveau executive order remettant en cause la décision américaine de reconnaître le caractère, donc la souveraineté du Maroc sur les deux provinces du Sud. En l'occurrence, on peut y voir peut-être un petit signal d'une forme de temporisation avec le retour à Washington de l'ambassadeur David Fisher, qui s'était beaucoup impliqué, d'ailleurs très médiatiquement, en mettant en avant le fait que les États-Unis avaient adopté la nouvelle carte marocaine, pour l'instant, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au niveau de l'OTAN, la carte marocaine englobe bien la totalité de toutes les provinces du Maroc, du nord de Tanger jusqu'à Guerguerat, donc confortant l'idée que le Maroc est bien un pays unifié sur 3416 km. Vous avez dit qu'on a demandé et appuyé toujours un cessez-le-feu et vous avez parlé de Garat. Tout le monde a parlé d'un certain frappe du Polisario dans cette zone. Est-ce que peut-on considérer qu'on est en retour dans une période de guerre que le Polisario impose sur le Maroc pour marquer le pressing sur les États-Unis éventuellement et en même temps de mettre la France en difficulté par rapport à des éventuels rapprochements avec le Royaume?
Je ne minorerai loin de moi l'idée de minorer les événements, que ce soit évidemment ceux qui se sont produits à Guerguerat à travers la fermeture pendant 3 semaines du poste frontière entre le Maroc et la Mauritanie, ou les escarmouches d'il y a quelques heures. Je pense que c'est une stratégie pour mettre en avant le fait qu'il y a un conflit dans la région, et je pense que ce soit le Polisario ou que ce soit l'Algérie qui a massé de nombreuses troupes à la frontière, donc au sud-ouest, à la frontière dans le sud-ouest de son territoire, évidemment, cela s'inscrit dans une volonté de montrer que cette zone ou cette situation doit être réglée à travers le principe de la résolution des conflits. Or, ce n'est pas, je crois, le sens des différentes résolutions, il y en a 17 du reste, mais en tout cas ce n'est certainement pas le sens ou l'essence même de la dernière résolution 2548 qui dit que cette situation doit être réglée à travers une plateforme politique et bien évidemment en tenant compte de la dimension économique et de tous les projets qui ont été mis en avant par le Maroc, la stratégie nationale pour le développement humain, le plan bleu, c'est évidemment important. Nous parlons de plusieurs milliers de kilomètres de côte en n'oubliant pas qu'une bonne partie du PIB halieutique ou de la part du PIB halieutique vient de ces eaux particulièrement poissonneuses. Donc évidemment, il y a un enjeu ou une volonté de mettre en avant 2 agendas, un agenda de résolution du conflit, et c'est, je crois, ce que sur lequel sembleraient insister les soutiens rare, mais encore néanmoins réel soutien du Polisario, et d'autres qui disent qu'on n'est plus du tout dans cet agenda, on est dans un agenda de stabilisation économique, étayé par le fait que en précédent ou en amont de la décision américaine du 10 décembre, une vingtaine désormais de pays reconnaissent également le caractère marocain du Sahara en ayant ouvert une vingtaine de consulats, que ce soit à Laayoune ou à Dakhla. Comme vous le savez, l'Algérie traverse une période très difficile sur le plan politique et voire sécuritaire. Bien entendu, le président Tebboune est de retour en Allemagne pour se faire soigner depuis une période de carence qui était assez importante quand même. Le retour du général Nezzar, la libération du général Taoufik, Tartag et bien d'autres. Donc, autrement dit, les teneurs des DRS sont de retour. On sait pertinemment leur position vis-à-vis du Maroc depuis toujours. Et en même temps, on vit dans un pays ami et frère, mais sauf qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. À ce jour, comment peut-on considérer des négociations ou bien prendre une décision politique avec des militaires qui dominent le pays, comme ça a été dit avec plein d'analystes et aussi d'observateurs? Comment peut-on conjuguer une discussion politique avec des militaires? Effectivement, une vraie contradiction. Vous avez raison de mentionner précisément cette question, qui est une question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse, loin de moi. Et encore une fois, l'idée de porter un jugement sur la gouvernance actuellement en Algérie, mais vous avez parfaitement résumé le propos, alors que le président Tebboune a été élu en décembre 2019, alors que l'on pensait qu'il y avait une sorte de concomitance de l'agenda du Irak, donc de la population, de la jeunesse qui voulait du changement, alors que l'on pensait que les services DRS devenus DSS, alors que l'on pensait que les militaires allaient être conformément à la Constitution sous l'autorité politique, on a le sentiment, la nature ayant horreur du vide, si j'ose dire, que la maladie, le président Tebboune a été atteint de la Covid-19, il a passé de longs mois dans un hôpital en convalescence à Cologne en Allemagne, il y est d'ailleurs revenu pour une opération du pied. Évidemment, la nature du régime est en train de changer en Algérie et que les militaires peut-être en profitent pour reprendre un peu l'initiative. Vous avez mentionné la libération d'un certain nombre de généraux issus de l'appareil sécuritaire, militaro-sécuritaire, ou à la fois liés aux forces armées et aux services sécuritaires. On pourrait aussi rajouter le fait que lors du dernier référendum amendant la Constitution, a été validée l'idée que l'Algérie avait le droit de sortir de son territoire pour potentiellement intervenir, ce qui fait dire qu'effectivement l'amoncellement
où le positionnement de plusieurs dizaines de milliers de soldats algériens. Et dans cette perspective, je crois néanmoins que l'Algérie fait aussi monter des pressions, et la pression diplomatique vis-à-vis et de Washington et vis-à-vis de la Russie. Je crois aussi que l'Algérie comprend parfaitement que la situation économique auquel elle fait face, la situation sanitaire bien sûr, mais surtout le corollaire de la chute ou de l'instabilité plutôt des prix des marchés des hydrocarbures, l'oblige à choisir ou définir une sorte de palliatif ou une sorte d'agenda mobilisateur. Et l'agenda mobilisateur vis-à-vis d'une agression ou présentée comme telle par le pays avec lequel, évidemment, les frontières sont fermées depuis 1994, malgré la très très brève réouverture en 2004, est évidemment un élément fédérateur. Et je crois que les Algériens, on l'a bien vu avec la très faible participation lors du dernier référendum, sont par contre unanimes dans l'idée qu'il faille défendre cet agenda d'une autonomie politique, stratégique algérien. Mais ce que les Algériens ont peut-être mal jaugé ou mal estimé, c'est qu'on n'est plus du tout dans la configuration des années 90-2000. Premièrement parce que le Maroc a, avec son voisinage, des relations beaucoup plus apaisées. C'est le cas avec la Mauritanie, c'est le cas d'ailleurs dans la perspective de la candidature du Maroc pour l'adhésion à la CEDEAO qui avait été formulée en février 2017. C'est évidemment le cas avec le rabattage des cartes au niveau de l'Union africaine. Bien sûr, la présidence du président sud-africain s'inscrit dans une tradition de soutien ou de reconnaissance de la race de la République arabe sahraouite démocratique comme 55e État au niveau de l'Union africaine. Je pense que les choses vont un peu changer dans quelques jours avec la succession du président Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et que d'une certaine façon, le fait que la résolution de la question du Sahara n'est plus entre les mains de la commission paix et sécurité jusqu'à présent, depuis en tout cas 10 ans, assumée par un ancien ministre des Affaires étrangères algérien, le dernier en date, Smaïl Chergui, qui ne sera pas reconduit vraisemblablement comme président de la commission paix et sécurité, donne une perspective géopolitique nouvelle qui fait que le Maroc a beaucoup plus d'alliés, ou en tout cas l'Algérie a nettement moins de soutien sur cet agenda ou sur ce dossier. Il me reste deux questions, si vous le permettez, Monsieur Emmanuel Depuis. Une qui est toujours en relation avec l'Algérie et l'Afrique du Sud, parce qu'ils forment un binôme pour affronter toute décision politique marocaine. Vous avez évoqué cette demande du Maroc à appartenir à la CEDEAO. Jusqu'à maintenant, elle est toujours en attente, donc rien qui a été fait. Selon vous, c'est quoi la raison réelle? Est-ce que le Maroc a mal entrepris cette démarche auprès de la CEDEAO? Ou bien, tout simplement, il y a un front qui forme un bloc pour l'intégration du Maroc dans cette organisation? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que la question de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO a été un petit peu mise de côté de part et d'autre. À la fois de par la diplomatie, du côté de la diplomatie marocaine, qui visait justement à avoir une reconnaissance plus formelle et plus intégrée, si j'ose dire, sur la question des provinces du Sud, à travers l'approfondissement de la politique de régionalisation approfondie mise en place, par exemple, à travers la commission pour la réforme de l'État présidée par Chekib Ben Moussa, l'actuel ambassadeur du Maroc à Paris. Et puis, pour une autre raison, c'est que l'agenda de la CEDEAO est largement hypertrophié à travers deux agendas qui sont particulièrement prégnants, ou qui ont été particulièrement prégnants en 2020, qui le seront en 2021 et également en 2022, c'est-à-dire un certain nombre de processus électoraux qui ont interrogé la légitimité ou l'efficacité de la CEDEAO. La Guinée en octobre dernier, la République de Côte d'Ivoire dans la foulée, suivie par le Burkina Faso, par le Niger, dont le deuxième tour doit se tenir le 29 janvier, et en avril, le Tchad, même si le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO, mais est lié à cet agenda sécuritaire ou politico-sécuritaire. Donc je crois que de part et d'autre, cet agenda diplomatique a été un petit peu mis de côté. Et puis il y a évidemment
l'autre dimension, vous l'avez évoqué, le fait qu'il y a en plus de l'Afrique du Sud, qui logiquement n'est pas membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un autre partenaire un peu plus réticent à convaincre, à être convaincu de la nécessité d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, c'est le Nigeria, avec là aussi des dimensions peut-être plus géoéconomiques. Hein. Le Maroc n'est pas au niveau économique du Nigeria. Le PIB du Maroc n'est que pour moitié celui du Nigeria, plus grosse économie de la CEDEAO, et donc il y a peut-être aussi de ce point de vue-là une forme de blocage interne, qui n'est pas un blocage politique, mais un blocage économique. Le Nigeria voyant peut-être d'un mauvais œil le fait d'avoir une économie puissante, telle que celle du Maroc, intégrée à la CEDEAO. C'est la raison pour laquelle le Nigeria, par le biais de la voix de son président Buhari, a dit que si le Maroc devait intégrer la CEDEAO, à ce moment-là, il faudrait que l'Algérie fasse la demande également, et qu'il serait logique que le Maroc et l'Algérie intègrent en même temps. L'Algérie ne l'a pas faite, bien sûr. D'ailleurs, la Tunisie a un peu emboîté le pas. Le nouveau président Kais Saïd a dit qu'il souhaitait jouir du même statut de membre observateur dont dispose le Maroc au sein de la CEDEAO depuis 2004. Ma dernière question, si vous le permettez, devant ce tableau, qui est un peu compliqué quand même, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, les choses qui se rajoutent et de taille. Alors, c'est le plan sécuritaire, c'est les considérations sécuritaires. Alors là, quel choix peuvent avoir les Européens, les Occidentaux dans son ensemble, qui dit le Sahel, dit bien entendu ce conflit fabriqué contre le Maroc avec le Polisario. Est-ce que les considérations, et c'est ma question à double tranchant si vous le permettez, est-ce que les considérations politiques peuvent suivre les considérations sécuritaires pour rassurer ou assurer cette stabilité dans la région qui peut drainer des conséquences très très dramatiques dans le sud de l'Europe? Bon, déjà, vous avez raison de rappeler qu'il y a une interconnexion entre la sécurité en Afrique du Nord et la sécurité en Afrique subsaharienne, plus singulièrement dans la bande sahélo-saharienne. Les premiers attentats qui ont frappé le continent africain ont frappé concomitamment l'Afrique de l'Est en Tanzanie en 1999 et le Maroc. Un premier attentat à Casablanca en 1999. Vous avez raison de mentionner le fait que la question du Sahara est forcément liée aussi à la stabilité ou l'instabilité plutôt au sud, à la frontière du sud, englobant la Mauritanie qui, je rappelle, comme le Mali, sont tous les deux membres du G5 Sahel. Ça, c'est une réalité. Et puis, il y a évidemment une autre réalité derrière ce que vous dites, c'est l'importance pivotale du Maroc, non seulement dans la lutte contre le terrorisme, non seulement dans la lutte contre le terrorisme euro-méditerranéen, puisqu'une bonne partie de ceux qui commettent des attentats sur le continent européen sont aussi potentiellement des gens qui ont commis des attentats au Maroc ou sont allés combattre en Syrie et en Irak et accessoirement sont aussi sur le territoire national. Parmi les fichiers S que la France veut expulser, les 230 fichiers S de personnes en situation irrégulière, il y a à peu près 80 Marocains, 60 Marocains, 60 Tunisiens et à peu près 80 Algériens. Le Maroc a déjà dit qu'elle était tout à fait prête à envisager entre guillemets, les accueillir. Donc il y a effectivement cette dimension. Et une autre dimension qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le Maroc a cette particularité d'être le seul État maghrébin jouissant du statut de premier partenaire de l'OTAN, ou en tout cas l'acronyme officiel, l'appellation officielle, c'est partenaire stratégique de l'OTAN depuis 2016, et cela est particulièrement important alors que l'on pressent que les Américains veulent être de retour dans la région méditerranéenne. Je pense que cela va aussi être un facteur important. Je ne vois pas les États-Unis remettre en cause la reconnaissance diplomatique des provinces du Sud, alors même que les États-Unis veulent faire des investissements économiques et utiliser ces investissements économiques, et donc c'est là où la dimension sécuritaire est également prégnante, pour se positionner vers les marchés du Sud. La Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Et de ce point de vue, il est particulièrement logique que la mise en place du bureau de Prosper Africa, où les montants dont on parle que les États-Unis
sont prêts à mettre dans ce cadre d'un investissement. Je rappelle, 2 accords précisément entre les États-Unis et le Maroc à travers le United States International Development Finance Corporation, près de entre 3 et 5 milliards d'euros, les chiffres diffèrent un peu. Bref, tout cela implique le fait que les États-Unis veulent sans doute utiliser le Maroc comme une sorte de plateforme, comme nous, Français, estimons que la Tunisie peut jouer ce rôle, ou comme les Espagnols estiment que le Maroc également peut jouer ce rôle, en n'oubliant pas que le premier partenaire économique reste non pas les États-Unis et non pas la France, mais bien l'Espagne avec le Maroc. Donc je crois qu'il y a aussi ça derrière cet élément. Et puis il y a un autre élément bien sûr, et là-dessus ça nous ramène à la lutte que nous menons dans la bande sahélo-sahélienne, où un certain nombre de chefs de groupes terroristes, on appelle cela des groupes armés terroristes, je pense notamment à celui qui a prêté allégeance à Walou Annan al-Sahraoui, qui comme son nom l'indique est d'origine sahraoui, ayant prêté allégeance en mars 2015 à l'État islamique, et donc étant aussi un chef de Katiba, sur lequel et la France et les États-Unis, et singulièrement aussi le Maroc, ont tout intérêt à collaborer pour non seulement la stabilité du sud du Maroc, mais également de la stabilité de la partie occidentale du Sahara, en l'occurrence de la bande sahélo-sahélienne. Selon vous, est-ce que la France apprécie à sa juste valeur cette carte et ce rôle marocain sur le plan sécuritaire? Oui. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle les nombreuses délégations françaises qui se sont déployées au Maroc durant les dernières semaines, derniers mois, Franck Riester, le ministre français chargé des questions européennes et du commerce international, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le ministre et garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, bien sûr le ministre des Affaires étrangères. Je suppose que le Premier ministre Jean Castex consacrera un voyage également au Maroc une fois que les conditions sanitaires et que le processus de vaccination sera évidemment stabilisé. Bien sûr que la France comprend l'importance de collaborer avec le Maroc pour plusieurs raisons. La première raison, et la plus évidente, c'est que la présidence portugaise de l'Union européenne nous rappelle qu'une des coopérations qui marche le mieux entre la France, le Maroc, l'Espagne, la Belgique et le Portugal, c'est le groupe du G4. Donc cela, évidemment, a aussi son importance. Et puis, deuxième élément important, mettant en avant le fait qu'il y a un certain nombre de modélisations sur lesquelles la France souhaite s'appuyer davantage. Je reformule cela à travers l'efficacité de la coopération dite 5+5, qui regroupe tous les pays latins de l'Union européenne, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, Malte, et les 5 pays du Maghreb, en y ajoutant donc la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, en y ajoutant la Libye, sont aussi un élément important, et c'est la raison pour laquelle les services français comme les services marocains, je pense notamment à la coopération entre la DGSE et la Direction Générale des Études et de la Documentation, ou entre la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et la Direction Générale de la Surveillance du Territoire marocaine, sont exemplaires. On pourrait d'ailleurs rajouter la modélisation que constitue le Bureau central d'investigation judiciaire, sorte de FBI que beaucoup voudraient voir dupliquer ou appliquer en France, et pourquoi pas en niveau européen, où cette nécessité de coordonner nos services de renseignement entre pays européens fait défaut. Et elle fait d'autant plus défaut que nous avons besoin de coordonner entre pays européens et entre pays européens et pays méditerranéens. Monsieur Emmanuel Dupuis, merci infiniment de cet éclairage. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, dans de meilleures conditions sanitaires.